De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Avant de se dire au revoir, on va revenir encore une fois sur ce CES 2017. Alors vous vous dites encore... Oui, mais attention, pas avec n'importe qui, avec Monsieur CES, celui qui chaque année depuis, 17 ans, je crois 12, pardon, parce que comme je voyais la 17e édition, je me suis dit... Non, c'est 12e édition et... oui, ce 2 et 7, ça ressemble. Ah voilà, c'est ça. Donc, j'ai démarré en 2006. Et c'est lui qui, chaque année, fait une espèce de condensé qui est de plus en plus populaire de ce CES avec sa vision des choses. C'est Olivier Zrati, que je suis heureux d'accueillir dans De quoi je me mêle. Bonjour Olivier. Bonjour François. Consultant, auteur. Vous pouvez le retrouver sur son blog pour évidemment évoquer beaucoup de sujets liés aux nouvelles technologies. Mais chaque année, Olivier, on t'attend au tournant avec ton rapport du CES qui est très attendu. Rappelons ce que c'est ce rapport du CES, qui est très connu du milieu, on va dire, journalistique, etc. Enfin, toutes les personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies le connaissent. Peut-être pas le grand public, peut-être pas vous qui nous regardez aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par les nouvelles techno, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Comment tu fabriques ce truc-là ? Bon, d'abord, c'est un énorme document. Cette version va faire 390 pages. Ça explose les compteurs. C'est le roman du CES, comme chaque année. Ouais, je suis un mélange de Iron Man, de Forrest Gump du CES. Ouais. J'essaie de tout parcourir et je m'amuse à faire le tour complet de ce qui s'y passe. Et je m'intéresse à tout, en fait. Je m'intéresse aussi bien à l'audio, la vidéo, la photo, les objets connectés, les ordinateurs. Et surtout, j'aime bien creuser un peu les choses. Creuser à plusieurs niveaux. Creuser aussi bien dans les dimensions business et marketing, d'un côté, et creuser dans la dimension technologique. Par exemple, je m'amuse toujours à faire la généalogie des technologies. C'est-à-dire, quand je vois une nouvelle télé, un nouvel ordinateur, un nouvel objet connecté, je dis, attends, il y a quoi dedans ? Et je regarde les composants, je décortique, et après, je vais voir chez STMicro, chez Qualcomm, et chez les différents fournisseurs de composants, d'où ça vient. Et on arrive, comme ça, t'es un peu le Colombo des processeurs, tu arrives à remonter, en fait, les filières. Exactement. Et on apprend beaucoup de choses dans ces cas précis. Exactement. C'est ça, très intéressant, par exemple, de découvrir que STMicroelectronics, une boîte franco-italienne, est à l'origine du système de visée laser de tous les smartphones haut de gamme, y compris celui d'Apple. Donc, c'est en regardant un petit peu de près cette dimension électronique et composants qu'on peut comprendre ce qui se passe. Et surtout, on peut prévoir un petit peu à l'avance, dans 1 an, 2 ans, ce qui va nous arriver. Et ça permet aussi de comprendre les écosystèmes, comme on dit. Bien sûr. Dans tous les domaines qui sont couverts par le CES, les sociétés qui font la pluie et le beau temps, c'est rarement les sociétés qui font des produits finis. Ce sont plutôt ceux qui font des composants, des plateformes, logiciels, matériels, qui vont être utilisés par tout le monde. Parce que l'innovation, elle est dans ces composants. Quand il y a un nouveau capteur qui arrive, quand il y a on va dire une réduction des composants, en tout cas d'une miniaturisation, c'est ça en fait la nouveauté. Exactement. Alors tu as un exemple qui était ultra courant au CES cette année, c'était Alexa. Le fameux système de reconnaissance de la parole. Tout le monde parlait d'Alexa, on l'a d'ailleurs nous aussi mis en avant. Ce qui était très étonnant, c'est que le moindre constructeur chinois de lampes connectées ou de radio-réveil connecté, qui n'a aucune technologie en propre, mais supporte Alexa. Pourquoi ? Parce que le support d'Alexa, c'est très simple. Vu du constructeur, c'est ce qu'on appelle les API. Tu accèdes à un service en ligne avec quelques bouts de lignes de code, et hop, c'est fait. Donc en fait, où est la valeur dans ce cas-là ? La valeur, elle est chez Amazon, qui agrège des services, et elle n'est plus chez le constructeur. Exactement. Et c'est Amazon qui récolte les fruits parce que, évidemment, Amazon n'était pas présent, en tout cas peut-être en sous-main dans ce CES. Ils étaient présents dans un coin sur le South Hall. Mais tout le monde parlait d'eux, en fait, avec Alexa. Ce rapport est disponible. Alors là, tu es en train de le rédiger, on va dire. Je suis en train de le terminer. Comme tu disais tout à l'heure, il est en version bêta. Il sort la semaine prochaine, mardi prochain. Donc mardi, 24 janvier, à 9h du matin. C'est très précis. Tous les ans, je donne avec une précision extrême l'heure de parution. Et en général, on peut télécharger, c'est un gros PDF. Alors il faut une belle tablette ou une belle imprimante pour le lire. C'est écrit en tout petit, parce que si je me mettais à le faire dans une mise en page d'agence de com, j'en aurais pour 1200 pages. Là, il fait 390 pages. Enfin voilà, donc après, on n'est pas obligé de tout lire. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse, bien évidemment. C'est cassé par sujet. Donc si tu t'intéresses qu'à la photo, tu vas avoir la photo. Tu t'intéresses qu'aux objets connectés, il doit y avoir 74 pages d'objets connectés, etc. Olivier, alors tu es là avec nous aussi pour qu'on parle un petit peu des tendances de ce CES, même si j'ai vu que sur ton blog, tu n'aimes pas parler des nouvelles tendances, parce que finalement... elles ne sont pas nouvelles, en fait. Elles ne sont pas nouvelles, c'est ça. Mais malgré tout, il y a des... Comment dirais-je ? On ressent des choses quand on est dans ce CES. Tu parlais d'Alexa, on voit la montée en puissance des constructeurs automobiles, on va en parler tout à l'heure, qui, pour certains même, ont fait l'impasse du salon de Détroit pour être présents au CES de Las Vegas. Vraiment, ça, j'ai pas vérifié. Mais il y en a. Peut-être quelques-uns, mais il y en a aussi qui ont fait l'impasse de CES. Audi n'était pas là, par exemple. Oui, mais c'est étonnant de se dire que les constructeurs automobiles maintenant communiquent aussi au CES de Las Vegas, peut-être aussi. Mais c'est pas nouveau. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on dit que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça fait 10 ans. Je me suis amusé. Il n'y a pas une accélération
quand même Non. de leur part? En fait, j'ai fait du fact-checking. Je me suis amusé à regarder tous les keynotes de constructeurs automobiles au CES. En fait, les premiers keynotes ont démarré avant 2011. Notamment avec Ford. Et en fait, il y a tous les ans 1 à 2 keynotes de constructeurs automobiles au CES. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une évolution de la technologie qui est présentée, qui va de l'univers de la voiture connectée, un peu audiovisuel, qui était relativement pépère et traditionnel depuis plus de 10 ans, vers cet univers un peu fantastique et extraordinaire de la voiture automatique. Oui, c'est ça qui change. Mais en nombre d'exposants, en surface ça d'exposition, ça n'a pas bougé. En fait, ça a plutôt baissé, puis ça a réaugmenté légèrement. Mais c'est pas nouveau. D'accord. Voilà. C'est peut-être aussi la position des médias qui fait parce qu'on a l'impression... communique plus dessus. Voilà, on communique plus dessus. Par exemple, on communique énormément sur Google, qui a jamais de stand, ou quasiment jamais de stand dans les événements. C'est vrai. Et donc, on a une impression qu'il y a une hyper présence. Voilà. Alors, on va parler d'automobile dans un instant. On va commencer par un gros morceau, c'est la réalité virtuelle, qui était présente l'année dernière, qui était même présent l'année d'avant, mais qu'est-ce qui se passe? Elle mûrit bien comme il faut, cette réalité virtuelle. Elle commence vraiment à ressembler à quelque chose? Alors, c'est assez compliqué à analyser parce qu'il n'y a pas de marché en fait aujourd'hui. Le marché est tout petit. Le marché mondial de la réalité virtuelle, il est ridicule. Oui. Ou alors c'est du gadget. Non, je dis pas de gadget, mais il y a des applications spécifiques. Il y en a dans la santé, par exemple. Il peut y en avoir dans la formation, dans les industries. Et il y en a une qui est la principale, qui est le jeu. Et le jeu immersif avec les casques de réalité virtuelle, c'est vraiment le truc qu'on voyait au CES. C'est-à-dire que la quasi-totalité des constructeurs et même des solutions de contenu et de logiciels étaient axés autour du jeu. Alors ça ne veut pas dire que le jeu sera le seul marché, mais j'ai l'impression qu'il va être dominant dans la dimension grand public. Et donc on voit apparaître au CES ce qu'on peut appeler un écosystème de produits et d'accessoires qui est absolument extraordinaire. Il y a les casques quand même qui s'améliorent, on y reviendra, mais il y a des systèmes de simulation comme le HyperSuite qui vient d'une start-up française qui s'appelle Theory, qui permet de voler en fait. Alors, ils ne sont pas les seuls, il y a quelques autres qui font ça. Il y a 3-4 boîtes qui étaient présentes au salon qui proposent ce genre de solution. Il y a des systèmes aussi qui permettent de rendre le casque, qui souvent est dépendant d'un ordinateur, non câblé. Donc, au lieu d'avoir un énorme câble derrière son HTC Vive qui va vers un PC, on a des systèmes sans fil. Alors, ceux qui sont avec nous en vidéo voient ces images. Moi, j'avais testé un truc comme ça au MK2 Bibliothèque, donc à côté de l'esplanade François Mitterrand, la bibliothèque François Mitterrand, où là, ils ont créé une espèce de grande salle où on peut tester plein d'expériences en fait, de réalité connectée, et notamment... voilà, cette espèce de... Avec un autre produit que celui-là, qui doit être le Somniax, d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On se croit, on peut se transformer en Superman. C'est dingue. La VR, c'est un peu l'outil de la téléportation. C'est pas la même perfection que la téléportation dans Star Trek, mais ça permet de s'immerger dans d'autres univers, notamment dans le cas du jeu, de simuler de la planche à voile, de simuler du vol libre. Et effectivement, ça attire beaucoup de gens. Alors, ça veut dire que comme l'appareil mécanique qu'on voit est assez lourd, il va être destiné plutôt à des centres d'attraction, évidemment, à des événementiels. On voit mal ça dans le salon. On voit ça dans le salon de la plupart des gens. Donc on est dans un domaine où on n'est pas vraiment dans le produit grand public qui va équiper 50% des foyers, en tout cas dans un premier temps, mais un produit qui va servir d'outil d'appât pour attirer les gens dans les centres commerciaux, dans des événementiels. On voyait chez Orange, au Show Hello, il y a un an en mars, des démonstrations de ce type-là. Donc on va être un petit peu entre les deux. La vraie question qui se pose, tu vois, pour tout ce qui est ces nouveaux produits, de toutes ces nouvelles tendances, c'est d'arriver à faire la part des choses entre celles qui vont être intéressantes, qu'on va tester, qu'on va vouloir goûter, et celles qu'on va avoir chez soi. Et celles qui vont équiper plus de la moitié des foyers. Mais alors, est-ce que la réalité virtuelle va arriver à la maison, à ton avis? Probablement, mais pas forcément sous la forme actuelle. Les casques d'aujourd'hui, notamment le Vive et l'Oculus Rift, ils ont beaucoup de défauts. Et il se trouve qu'au CES, on voyait apparaître des casques qui corrigeaient ces défauts-là. Alors, quels sont les défauts? Les défauts, c'est que le principal défaut, c'est que l'image a un angle de vue qui était très étroit. Donc, en fait, on est obligé de chercher, en tournant la tête, pareil avec HoloLens, on est obligé de chercher l'objet qu'on veut voir dans toutes les dimensions. Avec les nouveaux casques qui sont apparus notamment chez Panasonic ou dans une boîte qui s'appelle Pimax, on a des angles de vue qui, au lieu d'être limités à 110 degrés, donc c'est un champ de vision qui est assez étroit comme ça, on est à 200 degrés. C'est quasiment le champ de vision humain. Alors, donc on a vraiment l'impression, on est entouré d'une sensation d'immersion qui est plus importante. Alors, on est entouré d'images, mais ça génère des défis. Parce que plus il y a d'images, plus ça pose des défis au niveau de la résolution. Bien sûr, et du traitement de calcul, etc. Voilà. Donc il faut beaucoup de pixels, il faut beaucoup d'écrans, il faut une optique assez compliquée, ça coûte cher, et en plus il faut un ordinateur ultra puissant. Alors l'ordinateur ultra puissant, c'est pas forcément gênant, puisque tous les ans, ils augmentent de puissance. Donc on va probablement arriver un jour à avoir des casques qui seront réellement immersifs,
avec une capacité de restitution d'images de très bonne qualité. Mais il faudra attendre encore 3-4 ans, le temps que les machines suivent. Alors, je pense que tu as dû, tout comme nous, découvrir sur le stand Intel un masque de la réalité virtuelle avec à l'intérieur tout le processus. C'est-à-dire qu'en fait, il était sans fil parce qu'à l'intérieur, il y avait un vrai petit PC qui était autour de votre tête avec un processeur, de la mémoire, etc., un disque dur. Mais c'est aussi l'objectif de Qualcomm. On peut peut-être imaginer que l'avenir, ça sera ça, un peu comme les HoloLens qui intègrent tout le hardware dans les lunettes. Oui et non, parce que si on veut avoir une capacité à restituer une image synthétique qu'on a dans les jeux, il faut encore un PC avec une grosse carte Nvidia ou AMD, parce que la puissance nécessaire nécessite de dépenser au moins 100 watts d'énergie et d'avoir ce type de carte. On ne peut pas avoir la puissance et les cartes graphiques dans un petit casque. Mais pour ce qui est des casques qui restituent non pas de l'image de synthèse, mais de la vidéo, qui est enregistrée avec toutes ces caméras 360 qu'on voyait au CES et qui étaient extrêmement nombreuses, là, le processeur intégré peut suffire. Parce qu'il suffit d'avoir un décodage de vidéo en haute résolution, et ça, on sait le faire dans un mobile. Qualcomm, par exemple, positionne son dernier chipset Snapdragon 835 comme étant à même de faire ça, concurrent d'Intel. Sauf que Qualcomm, il est spécialiste du mobile, lui. Donc, ce Qualcomm, ce Snapdragon, va intégrer toutes les nouvelles générations de smartphones, en tout cas très haut de gamme. On peut imaginer que tous ceux qui vont être annoncés au MWC vont être avec un 335. Et donc, ils intégreront cette fonctionnalité. Donc, on sait, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de suivre à la trace l'historique des composants. On peut très bien imaginer que ces nouveaux smartphones qui seront annoncés au Mobile World Congress pousseront la VR. Alors, pas que la VR, ils vont pousser d'autres choses. Ils poussent la 4G++, donc des débits encore plus élevés que la 4G d'aujourd'hui. Ils préparent la 5G, avec des modems, avec des débits mirobolants qui dépassent le gigabit par seconde. Et ils poussent aussi des choses un petit peu bizarres. Par exemple, dans le Snapdragon 835, tu as une spécification d'appareil photo qui va jusqu'à 30 mégapixels. C'est du grand n'importe quoi, mais je mets ma main à couper qu'on va voir au MWC à Barcelone des téléphones à 30 mégapixels arriver. Modulo les capteurs qui arrivent chez Omnivision ou d'autres constructeurs. Donc, c'est bien beau d'avoir un capteur à 30 mégapixels, mais si on a une optique qui fait quelques millimètres, je sais pas trop. En fait, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir un capteur de haute sensibilité, plutôt de limiter à 10 mégapixels son capteur. C'est ce que fait Asus. Asus, avec son Zenfone 3 Zoom, qui est sorti au moment du CES, a une capacité à capter des photos avec une bien meilleure qualité en basse lumière que l'iPhone 7. D'accord. Voilà pour la réalité virtuelle. Combien de pages sur la réalité virtuelle sur ton... Je ne sais plus, une quinzaine, une vingtaine. J'ai analysé tous les casques qui existaient. Puis je me suis occupé de la réalité augmentée, qui alors, est beaucoup moins mûre aujourd'hui sur le marché du CES. Il y a moins de produits. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais moi, j'y crois beaucoup plus, comme Tim Cook. J'y crois plus parce que je crois plus à la capacité d'un utilisateur lambda, comme toi avec tes lunettes, d'avoir en permanence des lunettes sur soi qui vont rajouter de l'information à ce qu'on voit, plutôt qu'un système où tu es enfermé, donc sans relation et puis surtout interpersonnelle. Qui pose des problèmes de malaise, enfin de sensation de mal-être, quoi. C'est vrai que mal-être, vivre isolément, bien sûr, c'est une source de mal-être. On vit dans la société en général, sauf qu'on est un peu psychopathe, parce qu'on a des relations avec les autres. Si on n'a pas de relations avec les autres, vraiment face-to-face, c'est pas bien, quoi. Donc la future Apple Watch, à ton avis, elle sera dans les lunettes? Ce ne sera pas une montre, mais je veux dire, je pense que si l'interface qu'on a sur l'Apple Watch, qui est aujourd'hui sur le poignet, elle risque d'être dans les lunettes dans quoi, 5-10 ans, c'est ça? Je ne peux pas donner le terme. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a encore des opportunités pour les innovateurs, Apple compris, de créer des produits qui traitent les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas résolus, qui sont la qualité de la réalité virtuelle, la qualité des montres, la qualité de la réalité augmentée, pour faire en sorte que ce soit réellement acceptable pour le plus grand nombre. Voilà pour la réalité virtuelle. On va enchaîner maintenant avec l'automobile parce que voilà, on l'a gros sujet. C'est un gros sujet. Avec là des choses concrètes, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers la voiture autonome, on tend vers la voiture électrique, connectée, etc. Qu'est-ce que tu en retiens de ce CES? En fait, je me suis intéressé encore aux composants pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, et quelles étaient les limites des différents modèles. Alors, ce que j'ai observé, et qu'on observait déjà les années précédentes, c'est qu'une voiture à conduite automatique, elle est très dépendante de ses capteurs. Elle a besoin de beaucoup de capteurs. On appelle ça en américain le sensor fusion, c'est-à-dire la capacité de l'ordinateur embarqué dans la voiture à récupérer les informations qui viennent de capteurs ultrasons, qui sont des capteurs de proximité, de radars qui détectent la distance des objets, et de ce qu'on appelle les fameux lidars, qui sont des capteurs qui sont capables de cartographier en 3 dimensions tout l'environnement de la voiture. Et je me suis intéressé... c'est la combinaison de tous ces capteurs qui vont rendre une voiture autonome en plus safe, parce que c'est ça aussi les trucs, c'est que... Alors par exemple, le lidar, il a une caractéristique, c'est qu'il permet de voir avec très grande précision les piétons, les vélos, les voitures alentour. Par contre, il est très mauvais dans tout ce qui se passe autour de la voiture, parce qu'en fait, comme il est mis en général sur le toit,
il voit à l'horizon, mais il ne voit pas ce qu'il y a à côté. Donc à ce moment-là, les capteurs à ultrasons prennent le relais, etc. Exactement. Et donc l'ordinateur de bord, qui peut très bien être une carte NVIDIA PX2 ou un processeur Qualcomm. Parce que c'est vrai qu'NVIDIA, c'est vraiment positionné là-dessus. C'est des sociétés du monde du graphique ou du mobile qui sont positionnées là-dessus. Parce qu'il y a de la puissance de calcul. Voilà, du GPU, il y a du machine learning dedans, il y a tout un tas de techniques d'intelligence artificielle pour le traitement de l'image. Et donc, ce sont ces processeurs-là qui vont analyser toutes ces infos et vont permettre de savoir ce qu'il y a autour de la voiture. C'est ça le défi. C'est un gros défi. C'est le défi et puis surtout, il faut que ce soit en temps réel. Exactement. Donc, là, il y a pas de latence. Parce que là, une seconde de latence quand on est sur la route à 130, c'est catastrophique. Alors, il y a un défi sur les lidars, justement. Parce que les lidars, ce sont ces capteurs qui ressemblent souvent à un petit cylindre qui est placé soit devant la voiture, soit sur les côtés. Il peut y en avoir 2, 4, 1, ça dépend des cas. Sur une Google Car, c'est celui qui est sur le toit. Une espèce de petit truc sur le toit. C'est un lidar de Velodyne, qui est une boîte californienne. Et dans la plupart des boîtes qui étaient au CES, il y avait des Velodyne qui étaient placés sur les côtés à différents endroits. Et le problème de ces lidars, c'est qu'ils coûtent très cher. Ils coûtent très cher parce que ce sont des pièces mécaniques qui tournent avec un laser qui balaye l'environnement et qui capte l'information. Et ce que j'ai vu au CES, c'est les sociétés comme Quanergy qui essayent, je dis bien qui essayent parce qu'ils n'y sont pas encore, qui essayent de faire des lidars sans pièces mécaniques et qui sont capables de faire des produits qui, au lieu de coûter 10 000 euros, vont coûter 100 euros. Et qui vont démocratiser la question. Et tant qu'on n'aura pas ce type de composants sur le marché en masse, on n'aura pas la voiture autonome, on va dire, je ne serais pas si radical que ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une concurrence effrénée entre constructeurs de lidars. J'ai même vu des lidars chinois qui apparaissaient et qui concurrençaient celui de Velodyne. Donc eux aussi sont un moyen de faire baisser les prix, comme ils l'ont fait sur le solaire. Donc il va y avoir une concurrence sur la technologie existante, des technologies nouvelles, qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Parfois, il faut combiner plusieurs technologies, et avec un assemblage et un travail d'intégration. Le deuxième truc que j'ai découvert cette année, comme les années précédentes, c'est que l'innovation, elle ne vient pas des constructeurs. Ben non. L'innovation, elle vient des équipementiers. Ce sont les équipementiers comme Valeo, comme Delphi, comme Visteon, qui sont en fait des fournisseurs de technologies pour les constructeurs, et ce sont eux qui font ce sensor fusion. Ce sont eux qui savent utiliser tous les capteurs, qui font des objets spécialisés. Il faut savoir qu'un constructeur automobile fait tellement appel en fait aujourd'hui aux équipementiers. Eux, ils font quoi? Les moteurs, la plupart du temps, il n'y a encore pas toutes les parties. Ils les mutualisent souvent d'ailleurs. Voilà, ils les mutualisent, la carrosserie, mais après, le reste, tous les composants, enfin la plupart des composants électroniques sont fabriqués par des équipementiers. Alors quand tu vois par exemple le keynote du patron de BMW ou de Audi sur ce CES ou les précédents, sans Valeo, ils sont rien. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait les démos de Valeo sur leur parking. Et là, on voit en pièces détachées comment la voiture roule toute seule, comment elle double une voiture. Sauf que Valeo s'éteint devant ses constructeurs parce que c'est quand même leur premier fournisseur, enfin leur premier client, c'est ça en fait. Après, oui, mais je pense qu'ils changeront. Je pense qu'ils vont changer. Déjà, Valeo n'est là que depuis la 4e fois, alors que les autres américains étaient là depuis plus de 10 ans. Ils vont changer et peut-être qu'un jour ils feront du Valeo Inside comme un Intel Inside. Et ils ont intérêt, je pense, à le faire d'un point de vue marketing parce que c'est leur technologie qui est clé. Mais est-ce que les constructeurs vont vouloir? C'est ça la question. C'est une grande question. Il faut savoir que chez Valeo, il y a autant de boulot dans le logiciel que dans le matériel. Valeo, boîte française. Bah voilà. Non mais attendez. Qui équipe la moitié des voitures dans le monde. Vous vous rendez compte? Je veux dire, le premier équipementier automobile pour tout ce qui est nouvelle technologie, c'est un équipementier et qui est français. Ça, en fait, on a 2 boîtes en France qui sont dans l'équipementier. Il y a Faurecia et Valeo qui font tous les deux à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui sont très bien placés dans leur secteur. Alors, quand on cherche notre Google, en fait, on les a, mais à des endroits inattendus, en fait. D'accord. Voilà pour les tendances aussi en matière d'automobile. J'imagine que là encore, dans ton rapport, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets. Je parle de Uber aussi et de ce qu'ils ont expérimenté. Je parle de Google, je parle de et l'électrique, à ton avis, tu analyses un petit peu l'électrique aussi ou pas? C'est bien évidemment la tendance. Il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique stricto sensu dans l'électrique. La principale, mais qui est en devenir, c'est la batterie. La quasi-totalité des batteries des voitures électriques sont basées sur des technos Panasonic classiques, comme dans la Tesla S. Et on est en attente de batteries plus efficaces, avec une densité énergétique plus forte, qui permettront de dépasser les 600-700 km/h d'autonomie. Et c'est ça qui fera peut-être... Ça sera un événement important. Alors j'analyse ça. Je fais de la veille, moi aussi, sur les technologies de batterie. Il y a plein de labos dans le monde qui travaillent là-dessus. Mais malheureusement, on n'est pas encore au devant d'une industrialisation à court terme de nouvelles batteries. Donc on est toujours dans la batterie lithium-ion qui explose dans les avions, dans les Galaxy Note, ou qui est dans les voitures, ou dans les overboards. Et il faut attendre encore un petit peu pour que ça s'améliore. Mais ça va venir, c'est certain. Ça viendra sûrement, oui. Olivier, dernière question. Quel est ton coup de cœur de ce CES? Il y a un produit, tu t'es dit... Waouh! Alors là, je vais m'arrêter, je vais me poser et je le veux.
Il n'y a pas un truc En fait, oui, mais c'est très prosaïque. Moi, je suis un PC guy, comme on dit. Je suis un mec qui utilise comme toi, tu vois, un ordinateur. Et moi, mon besoin, c'est de travailler efficacement avec mon ordinateur. Et le truc... T'es tombé amoureux d'un PC? Et il se trouve... Non, les PC, maintenant, j'ai à peu près fait mon choix sur des tablettes 2 en 1. Et je trouve qu'on fait des choses intéressantes dans ce domaine-là. Donc, pour moi, les 2 en 1... change plus la vie des gens que tous les gadgets qu'on a évoqués, parce qu'on en a besoin tous les jours. Bien sûr. Quand on est cadre, qu'on travaille. Mais ça évolue là, il y a des nouveautés. Ça évolue beaucoup. On a maintenant réellement, parce qu'avant c'était pas tout à fait ça, on a réellement aujourd'hui chez toutes les grandes marques des ordinateurs 2 en 1 qui font 1 kg, qui ont 7 à 10 heures d'autonomie, qui sont puissants avec un Core i5 ou un Core i7 et qui sont tactiles, qui se convertissent en tablette et qui sont vraiment universels. Moi j'ai quasiment abandonné mon iPad. De ce fait-là. Et alors, le truc qui me fait brancher... en plus, Windows 10 qui progresse et qui est aujourd'hui un vite d'ailleurs, mais qui est pas mal. Et alors, le truc qui me fait brancher, c'est le stockage externe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux acheter un SSD, un disque dur à mémoire, qui se branche via la prise USB-C et qui permet des débits de transfert de données de 300 à 500 mégaoctets par seconde. Ça change la vie, si tu veux. Quand tu es habitué aux 10-20 mégas de l'USB habituel, et tu passes à 400-500 mégaoctets, ça change vraiment la vie pour les sauvegardes. Surtout quand on transfère des dizaines de gigaoctets de photos comme toi. Exactement. On a bien compris. Olivier, merci. Merci d'être passé par le studio de Quoi je me mail. Rappelons que ton rapport est disponible donc mardi prochain à 9h. Vous pouvez le télécharger. Voilà, si vous voulez avoir une vision très précise de cette édition du CES 2017. Merci beaucoup. À bientôt. Et ce de Quoi je me mail est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain, vous le savez, à la fois sur rmc.fr en version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com. Bon week-end. De Quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.